Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le savez, une grande partie de la Oumma islamique a célébré aujourd'hui l'Aïd el-Adha, l'Aïd el-Fitr, ou fête de Tabaski, l'Aïd el-Kabir, pardon, ou fête de Tabaski. Le Niger, lui, célébrera demain, dans quelques heures, Inch'Allah, ce sacrifice donc du mouton en souvenir au sacrifice de Abraham, Inch'Allah, sur toute l'étendue du territoire national. La bonne fête de Tabaski donc à toutes et à tous. Nous profitons de cette fête de l'Aïd el-Adha pour avoir une pensée à nos deux confrères qui sont actuellement en prison, qui vont passer donc cette fête de l'Aïd el-Adha en prison. Malheureusement, il s'agit de Baba Alpha, qui séjourne à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril dernier. Il y a déjà passé, lui, la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Il s'apprête à passer donc celle de Tabaski de demain. Il est condamné en première instance pour usage de faux. Nous lui adressons tous nos encouragements et selon les informations qui nous parviennent, il a le moral haut et c'est tant mieux. Bonne fête à toi, Baba Alpha. Le second confrère, c'est Ali Soumana. Lui, il est à quelques 200 km de Niamey, à Filengue, où il séjourne dans la prison civile de cette localité. Lui, il est détenu pour la publication d'un document qui serait issu d'un dossier en instruction, alors que le délit commis par voie de presse, vous le savez, est dépénalisé dans notre pays depuis 2010. Bonne fête également à Ali Soumana et du courage. Autre personne, mais de la société civile cette fois, qui risque de passer l'Aïd el-Adha en prison, c'est l'acteur de la société civile Siraj Issa. Concernant son cas, le collectif de la société civile nigérienne a rendu public ce matin une déclaration de soutien au président du Mogène, donc Siraj Issa, interpellé et mis sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey depuis le mercredi dernier, à milieu de semaine donc. Le collectif de la société civile a dénoncé cette arrestation et appelle à la libération immédiate de Siraj Issa. Sidou Karouna et Lukoga étaient de cette déclaration. Je propose de suivre leur compte rendu. Édifier l'opinion publique nationale et internationale sur l'interpellation de M. Siraj Issa, acteur de la société civile et président du Mogène, c'est l'objectif visé à travers ce point de presse du collectif de la société civile nigérienne. Le collectif ne comprend pas cette variation continue des chefs d'accusation contre Siraj Issa dans une simple causerie avec Malam Sabiou à l'origine de cette interpellation. Siraj Issa, il a été arrêté le dimanche 27 août à 6 h du matin. Et Siraj Issa a été arrêté pour une simple discussion entre lui et un ami. Parce que c'est d'abord un ami avant d'être des oulémas, donc un marabout, la personne de Sabiou, Malam Sabiou que vous connaissez de Dangao. Vous savez très bien les liens qui existent bel et bien entre lui et Siraji. Alors pourquoi une simple discussion entre deux amis va se transformer en une accusation par rapport auquel on fait changer ou on veut coller une accusation qui n'a jamais existé? Siraji, il est là-bas. En un premier temps, on a dit à Siraji qu'il a fait une dénonciation calomnieuse. Alors, ceci étant, le lendemain, Siraji se retrouve encore avec une autre chef d'accusation parce que la première ne pesant pas peut-être, on taxe Siraji et de troubles à l'ordre public. Quelques heures plus tard, dans les mêmes journées, puisque le temps que ça a pris, voire le jour où il devrait comparaître, le troisième chef d'accusation venait de sortir parce que les deux premiers ne tenaient pas, les deux premiers ne pesaient pas. On dit que Siraji a fait outrage au magistrat suprême. Le collectif dénonce une justice à double vitesse dans cette affaire. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer cela. Et nous sommes contre ce genre de pratiques, nous sommes contre ce genre de choses. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de parler d'une justice à double vitesse. Sachez très bien que si ça doit continuer comme ça,
nous n'allons jamais arrêter. Et nous allons continuer à batailler pour que Siraj soit dehors, que Siraj soit parmi nous. Et Siraj, normalement, ils doivent d'ailleurs le laisser fêter, puisque ça n'a rien à voir. Entre une causerie, dans une causerie d'amis, on prend un individu pour l'écrouer. Et le quatrième chef d'accusation, pour l'amener, la toute dernière, c'est outrage à un citoyen chargé de services publics. Donc ça veut dire que c'est le cas maintenant des oulémas qui apparaissent. Il a dit ce que les oulémas n'ont pas dit. Siraj n'a jamais dit ça. Le collectif adresse un message de soutien ferme à l'endroit de Siraj Issa et appelle tous ceux qui sont épris de paix et de justice à se mobiliser pour faire échec à cette justice à double vitesse. Autre sujet, autre préoccupation, la reprise des cours dans les universités publiques du pays prévue le 4 septembre prochain aura-t-elle lieu? L'interrogation est de mise, puisque pour l'instant, difficile de répondre à cette question. En effet, l'Union des étudiants nigériens à l'Université Abdou Moumouni de Niamey et le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SINEX exigent la satisfaction de leurs revendications respectives avant la rentrée académique 2017-2018. Les détails avec Suleiman Ousmane. La reprise des cours dans les universités publiques du pays prévue pour le 4 septembre prochain risque d'être effectuée sans les étudiants et les enseignants chercheurs et supérieurs. Pour cause, la non-satisfaction et la prise en compte de leurs préoccupations. Ils dénoncent cet état de fait. Quand vous prenez les différentes universités qui sont créées récemment, n'est-ce pas? Pour revenir sur le deuxième point, le premier d'ailleurs point, vous avez, n'est-ce pas, les ressources humaines qui manquent. Les ressources humaines manquent, donc ces universités utilisent les enseignants-chercheurs, le peu d'enseignants-chercheurs qu'on a au niveau de l'université de Niamey. Nous sommes au regret de vous dire que, suite aux événements malheureux du 10 avril, nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement qui a pris l'engagement solennel de pouvoir gérer un certain nombre de revendications que nous avions posées. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce protocole n'a pas été respecté à la lettre. Parce que aujourd'hui, nous sommes presque dans une situation où nous allons assister tout de suite, dans 2 semaines, à une situation où il y aura les questions d'arriérés de bourse. Aussi, ces derniers exigent une solution rapide à leurs préoccupations. Malgré tout, les enseignants, n'est-ce pas, assurent leur activité. Malgré les difficultés, quand vous prenez l'exemple de Tilaberi, ils ont 2 mois d'arriérés de salaire. 2 mois, en fin août, ça fait 2 mois. Et dans ces conditions, comment vous pouvez demander à un enseignant, n'est-ce pas, de faire plus? Mais malgré tout, ils ont même fini l'année. En dehors donc des salaires, il y a d'autres frais qui ne sont pas encore payés. L'aide sociale à l'heure actuelle n'a pas encore été payée. C'est pourquoi nous disons solennellement au gouvernement, nous les interpellons, que pour qu'il y ait rentrée académique, il faut que d'abord la plateforme revendicative de l'UNUN, les engagements que le gouvernement avait pris vis-à-vis de l'UNUN puissent être respectés, et cela dans un meilleur délai. Il faut que également la bourse et l'aide sociale, tant que la bourse et l'aide sociale ne seront pas payées, eh bien il n'y aura pas de rentrée académique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette situation des enseignants-chercheurs et supérieurs des universités publiques du pays s'ajoute à celle de l'UNUN qui exige de meilleures conditions de vie et d'études de ses militants. Mais en attendant, des pourparlers sont engagés entre le ministère en charge des enseignements supérieurs et ces derniers pour remédier à la situation. Le ministre de la Santé publique a effectué ce matin une visite à l'hôpital général de référence de Niamey. Dr Idi Ilyasu Nassara, accompagné d'une forte délégation, est allé s'enquérir des conditions de préparation du démarrage des activités de ce centre de santé de référence. Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane nous font le point. 5 exactement, ce vendredi 1er septembre 2017, le ministre de la Santé publique, accompagné de ses plus proches collaborateurs, fait son entrée à l'hôpital général de référence de Niamey. D'abord les honneurs du contingent de la gendarmerie, ensuite l'accueil des responsables administratifs et les techniciens. Dr Idi Ilyasu Nassara n'est pas parti pour se faire consulter ni consulter un patient, mais plutôt visiter ce joyau fruit de la coopération nigéro-chinoise
afin de constater le démarrage des activités de ce centre de santé de référence. Pendant près de 2 heures d'horloge, le ministre et sa délégation ont visité les différents blocs de l'hôpital. La salle de consultation chirurgicale avec ses différents compartiments, le bloc de consultation externe, le bloc imagerie, la salle de radiologie, os, poumons et examens spécialisés, ce qui fait d'ailleurs la différence de ce centre. Le bloc kinésithérapeute, la salle thérapie physique, l'unité d'ophtalmologie, les 12 salles opératoires et la salle de réanimation, le bloc d'hospitalisation, le service de cardiologie, l'unité de production d'oxygène et enfin la pharmacie avec des médicaments provenant pour la grande partie de l'ONPPC. Partout où il a passé, le ministre a reçu d'amples explications sur le fonctionnement et le rôle de tout ce matériel moderne de dernière technologie. Ce qu'on a vu ce matin, le constat est vraiment satisfaisant. Ça veut dire que les appareils qui sont installés au niveau de cet hôpital sont fonctionnels avec l'appui de l'équipe chinoise qui était venue incessamment pour désactiver ou pour activer tous ces appareils de l'imagerie et les autres appareils des différents examens. Cela constitue en tout cas une forte satisfaction au vu de ce que j'ai vu ce matin avec les premiers clichés de l'imagerie, que ce soit du scanner, que ce soit des différentes radios, mais surtout des différents examens biologiques. En attendant le démarrage officiel de ces activités qui sera lancé incessamment, l'hôpital national de référence reçoit déjà des patients. Fruit de la coopération nigéro-chinoise, cet hôpital de référence construit et équipé de matériel de dernière technologie avec toutes les commodités pour répondre aux besoins des patients à une quarantaine de milliards de francs CFA permettra au Niger de se doter d'un centre de santé de référence dans la sous-région et même au-delà. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'équipe de Net Déchets, supervisée par son directeur général, assure quotidiennement le balayage et le nettoyage des salles et de la cour de cet hôpital général de référence, toutes choses contribuant à garantir la santé dans un environnement salubre. L'ambassade des États-Unis au Niger a organisé hier après-midi au Centre culturel américain une rencontre avec les différents partenaires nigériens. L'objectif étant de porter à la connaissance de ces derniers et la population les activités jusqu'ici réalisées. Kassassi Ibrahim et Rabiou Labo pour d'autres détails. Pour célébrer son partenariat avec le peuple nigérien, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a organisé hier une grande cérémonie au Centre culturel américain de Niamey. Pour prouver leur attachement, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a choisi le jour de l'ascension du mont Arafat, très significatif pour la population nigérienne. La directrice du Centre culturel américain a tenu dans son allocution à expliquer l'importance d'une telle cérémonie. Cette soirée est surtout une opportunité de nous connaître davantage et pour certains de nos partenaires de faire connaissance entre eux. C'est pourquoi le Centre culturel américain vous ouvre ses principales portes, qui sont la bibliothèque Rosa Parks et l'auditorium, pour mieux vous ressourcer sur nos activités afin de fructifier davantage notre partenariat. Bonne célébration de notre partenariat et qui vive les actions en faveur du partenariat, facteur de développement et de compréhension mutuelle entre le peuple des États-Unis d'Amérique et de la République du Niger. À l'occasion de la réception des partenaires, l'ambassadeur des États-Unis a rappelé les programmes d'échange phares de la coopération américaine et les différentes activités initiées avec les partenaires. Nous croyons que la connaissance est essentielle pour une vie épanouie. C'est pourquoi nous initions des formations dans divers domaines, y compris des informations sur le système académique américain, des formations en leadership, en renforcement de capacités, etc. Cette année, par exemple, avec
nos partenaires de FENIFOOT et COGEFI, nous avons offert des cours de leadership et de sport à plus de 300 filles au Niger. Autre activité initiée par l'ambassade en collaboration avec ses partenaires ont été des brillants succès. Parmi ces activités, je citerai le programme Ramadan 2017, organisé à Maradi avec des alumni de Fulbright et de IVLP. Il y a aussi eu l'organisation de Tech Camp en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse sur la prévention de l'extrémisme violent. Des fois ont aussi été organisés pour soutenir et donner de la visibilité au travail des femmes et des personnes handicapées. À la fin de la cérémonie, les invités ont eu droit à une projection des différentes activités et projets du Centre culturel américain, ainsi qu'une visite guidée à la bibliothèque du centre. C'était l'occasion pour l'ambassadeur des États-Unis de souhaiter bonne fête de Tabaski à la population nigérienne. Troisième jour pour les rites du Hajj à la Mecque. Les pèlerins ont passé le rite de la lapidation des stèles de Jamarat symbolisant Satan. Ensuite, ils ont poursuivi le rite vers la Mecque où ils ont effectué le tawaf. Les pèlerins ont passé cette nuit à Mina. Cette année, un total de 2 352 000 pèlerins effectuent le pèlerinage à la Mecque. Parmi eux, les pèlerins du groupe de l'agence Bonferré. C'est ce vendredi que la Tabaski a été fêtée à la Mecque. Commentaire Mustapha Zongoma. Après la nuit passée au clair de lune dans le périmètre de Mousdalifa, les pèlerins du groupe d'agence Montferrey ont ramassé les cailloux pour la lapidation des stèles de Satan et ont convergé parmi les 2 millions de pèlerins vers les Jamarat. Dans l'imitation du périple du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, ils multiplient les talbiyas et invocations, demandant à Allah d'agréer leur hajj. Au Jamarat, ils entament le rituel de la lapidation avec la 3e stèle. L'organisation de cette épreuve a été minutieusement régulée par les autorités saoudiennes qui gèrent les flux de pèlerins jusqu'à la Jamarat. Après la lapidation de la 3e stèle, direction la Mecque, où ils doivent effectuer le périple entre les monts de Safa et Marwa et le Tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba. Ensuite, les pèlerins doivent impérativement revenir à Mina pour y passer la nuit. À la Mecque, où ce vendredi 1er septembre 2017, la fête de l'Aïd el-Adha a été célébrée. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de la Mecque a appelé les pèlerins à craindre Dieu. En ces temps où la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits que nous offre se raréfie. C'est ce manque de reconnaissance qui est aujourd'hui source de division entre les musulmans et la cause des multiples épreuves difficiles qu'ils traversent. Cette année, c'est un total de 2 232 122 pèlerins qui ont effectué le Hajj, dont plus de 1 750 000 venus de par le monde. Restons toujours à la Mecque, où les journalistes parmi les invités du roi d'Arabie Saoudite poursuivent les rites du Hajj sur place. Mercredi dernier, ils étaient à Arafat où ils ont été hébergés dans de très bonnes conditions. Le reportage de l'un de ces invités, notre collègue et confrère Ibrahim Yoro. Mercredi 8 Zulhijj 1438, correspondant au 30 août 2017, les invités de Sa Majesté Salman bin Abdul Aziz Al Saoud ont déjà revêti leur ihram. Dans les chambres, ils attendent le top départ. Puis,
C'est la descente dans le hall, suivie de l'embarquement dans les bus qui démarrent à 20h15 local. Contrairement aux pèlerins ordinaires, les invités du roi se rendent directement à Arafat et non à Mina comme pour les autres. Après 30 minutes de route, les bus arrivent au campement. Tout est déjà en place. Le groupe du Niger cohabite avec 14 autres nationalités dans cette immense tente climatisée. Dans la cour, un système de ventilation peu ordinaire mène un combat acharné contre les 41 degrés Celsius de Arafat. Comme à la Mecque, la restauration est impeccable. Une autre tente tient lieu de restaurant et malgré leur grand nombre, 2400, les invités du roi Salman ont fait des restes tant concernant la nourriture que les boissons et autres fruits et pâtisseries. Des cafétérias sont aussi disponibles pour les amateurs de Lipton, café et autres biscuits. Ajoutez au matelas, oreillers, draps et couvertures flambant neufs, les conditions sont bien réunies pour une reposante nuit. Le lendemain, jeudi 9 Zulhijj ou 31 août, c'est le stationnement à Arafat. Pour éviter tout égarement ou un quelconque accident, les consignes sont strictes. Aucun pèlerin ne doit sortir du campement et ce, toute la journée. Aucun, sauf les curieux journalistes qui parviennent à tromper la vigilance des gardiens pour visiter les autres pèlerins sur le mont Arafat proprement dit. Ici, comme au campement des invités du roi d'ailleurs, prière, invocation, zikr ou rappel et dévotion totale à Allah Azza wa Jal sont les seules pratiques des pèlerins. Et c'est ainsi jusqu'au coucher du soleil. Une recommandation du prophète, le jeûne avant la prière de Idi de la Tabaski est observée par beaucoup de fidèles musulmans, y compris même ceux qui n'ont pas les moyens de faire le sacrifice. Vous avez compris, nous sommes revenus à Niamey pour parler de la fête de l'Aïd al-Adha prévue demain samedi 2 septembre. Cependant, ce jeûne justement a des exigences. Comment doit se comporter le jeûneur et quand doit-il rompre? Élément de réponse dans ce reportage de Aïchatou Mahamadou et Mahamadou Diori. Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, avait l'habitude de s'abstenir de manger et boire de l'aube jusqu'au retour de la prière de Idi. Il rompt le jeûne avec une partie de la viande du bétail sacrifié. Depuis lors, les musulmans tentent bien d'appliquer cette sunna. Normalement, c'est chaque musulman qui est susceptible de jeûner ce jour-là qui est aussi susceptible d'observer cette abstinence-là. Donc que ce soit celui qui va sacrifier ou celui qui ne va pas sacrifier, tout le monde peut observer ça si réellement on a cette intention. Il est également recommandé à tous les musulmans de participer à la prière. En plus, multiplier les invocations. Un acte très bénéfique selon toujours Oustaz Youssouf. Donc avant de partir au niveau de la fête, on souhaite que l'individu prononce des formules comme Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah wa lillahil hamd, subhanallah, ainsi de suite, des formules de zikr. Donc on va prononcer tout au long du chemin. Et même si on part là-bas encore, comme il n'y a pas de nafil à faire, il n'y a pas d'appel à la prière, en attendant l'arrivée de l'imam, on continue à faire son zikr. Tout zikr qui passe par la tête, on peut le prononcer. Les 10 premiers jours de Zulhijj sont aussi une opportunité offerte aux musulmans de bénéficier de la récompense divine. Cette période est également propice pour la demande de pardon entre musulmans. Dans le même ordre d'idée, pour accomplir convenablement le sacrifice pour la fête de Tabaski, celle de demain donc, le fidèle musulman doit se conformer aux recommandations du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Dans cet extrait, celui qui va suivre, le prédicateur Idrissa Youssouf nous dresse la liste des actes à observer
au cours de l'immolation de la bête, par exemple. L'extrait de Youssouf Oustaz, Youssouf Idrissa. En islam, il y a 4 groupes d'animaux donc on peut sacrifier. En première position, il y a le mouton, donc mâle et femelle. Ensuite, en deuxième position, la chèvre, mâle et femelle. Ensuite, il y a la vache, mâle et femelle. Et il y a le chameau, donc mâle et femelle. Maintenant, il faut que cet animal-là soit exempt de tout défaut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cet animal-là présente un certain nombre de défauts, comme par exemple un handicap au niveau de ses pattes, par exemple. Il ne faut pas que cet animal présente aussi une certaine maladie apparente que tout le monde peut observer. Il ne faut pas que un des yeux donc, de l'animal présente un défaut. Et il ne faut pas que cet animal-là soit très maigre, de telle sorte que même si on le sacrifie, on ne peut rien tirer de sa viande. Ensuite, lorsqu'on va sacrifier l'animal, on souhaite que celui qui va sacrifier là soit le propriétaire. Donc comme ça, il va formuler l'intention que cet animal-là, je vais le sacrifier en mon nom et au nom de toute ma famille. Si il ne peut pas participer ou bien il n'a pas la possibilité, donc, eh bien, il va déléguer quelqu'un, il va lui dire un tel, donc, comme je serai absent ou bien je serai incapable de venir, dans ces cas, il faut me représenter au niveau du sacrifice. Et l'autre, lorsqu'il va sacrifier, il va mettre l'intention qu'il va sacrifier au nom de cet individu-là et de sa famille. Et si maintenant, on peut être présent mais on ne peut pas sacrifier, alors qu'on est propriétaire de l'animal, là, on souhaite que l'individu soit présent. Donc, on est là debout. Au moment où on va égorger, toi qui es le propriétaire de l'animal, tu mets dans ton intention que c'est ton animal qu'on est en train d'égorger en ton nom et au nom de toute ta famille. Ensuite, on ne veut pas que les animaux soient alignés. Il faut donc cacher les autres animaux pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe de l'autre côté. Comme ça, si on finit avec le premier animal, on fait venir le deuxième, ainsi de suite, mais on ne peut pas amener tous les animaux alors que l'autre est en train de les sacrifier. Ce n'est pas normal, ce n'est pas islamique. Ensuite, il faut que le couteau soit aiguisé, c'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a prescrit l'excellence de toutes choses. Même lorsqu'on va donc sacrifier un animal, il faut aiguiser le couteau pour que l'animal soit facilement donc égorgé, pour ne pas faire souffrir l'animal. Les sacrifices, normalement, on fait ça après le sacrifice de l'imam et ça continue jusqu'au 11e, 12e, 13e jour. Donc si on n'a pas pu sacrifier le premier jour de la fête, on peut continuer jusqu'à 3 jours après. Quel que soit le moment où on trouve donc l'animal, on peut sacrifier. Mais le premier jour, il faut que l'imam sacrifie d'abord, c'est-à-dire après la prière de Eid. Si l'imam n'a pas sacrifié et on sacrifie, ça c'est juste de la viande qu'on a distribuée à sa famille, ce n'est pas un sacrifice de la tabaski. En islam, il y a... Excusez-moi, la tabaski c'est aussi le rendez-vous de la grillade et la cuisson de la viande après l'immolation, bien sûr. Pour cela, la population utilise plusieurs sources d'énergie telles que le bois, le charbon et le gaz domestique. Une de nos équipes a fait le tour de certains points de vente de ces ressources pour constater leur disponibilité. Une équipe dirigée par Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou. Ces ressources d'énergie sont utilisées soit pour la grillade ou la cuisson. À la veille de cette fête, les utilisateurs de ces ressources s'empressent pour s'approvisionner. Seulement pour ceux qui utilisent le gaz, cette énergie n'est pas au rendez-vous cette année. Cela crée une situation de frustration. Comment comprendre que c'est toujours à l'approche de la fête qu'il y a toujours pénurie, alors que c'est eux-mêmes qui nous ont conseillé à ne pas utiliser le bois pour une question de préservation de l'environnement. Chaque fois, il doit faire le maximum pour nous ravitailler en gaz. Par contre, le charbon, lui, est trop prisé du fait de la facilité qu'il procure à travers son usage. Avant, nous utilisions le bois, mais maintenant qu'on utilise le charbon, nous terminons la grillade à temps et même aider nos voisins qui utilisent le bois. Du côté du bois, il y a la disponibilité, mais seulement la clientèle manque.
Vraiment, cette année, le marché du bois est trop timide. Je ne pense pas que cela est dû au prix, car nous l'avons fixé à 5 000 francs le tas. Chaque année, au moment des fêtes de Tabaski, ce sont plusieurs tonnes de bois qui sont utilisées dans la cuisson ou la grillade des moutons. À cette pratique s'est ajoutée ces dernières années l'utilisation du gaz butane et du charbon issu du bois. Autre rendez-vous de cette fête de Tabaski, le piment, vous en savez certainement quelque chose, sollicité pour améliorer le goût de la viande à la grillade, tout comme après la cuisson. Là également, une de nos équipes s'est intéressée à la vente du piment à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Adha ou la fête du mouton. C'est le reportage de Balkissa Amadou, Erabu Labo Balkissa Amadou, journaliste et stagiaire à la rédaction de la télévision Bonferré. À 24 heures de la fête de Tabaski, les marchés abondent des femmes qui viennent acheter et moudre des piments indispensables pour la grillade et la friture, à la grande satisfaction des vendeurs. Alhamdulillah, le piment est abordable, on arrive à subvenir à nos besoins. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier. Alhamdulillah, on arrive à subvenir à nos besoins. Les femmes viennent moudre leur piment. Les clients de leur côté trouvent les prix du piment abordables. Le prix du piment est vraiment abordable. On en trouve pour 1000 francs, 800 et 500. On met de l'arôme, sel, gingembre et sésame dedans pour l'assaisonner. Ce piment, une fois assaisonné, sera appliqué sur la viande lors de la grillade ou après la friture. Voilà, mesdames et messieurs, point final de cette grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Et puis, bonne soirée sur la suite des programmes sur la télévision Bonferré. Bon début du week-end à toutes et à tous. Merci, au revoir.